Mais qu'est-ce qui fait dire aux gens que vous avez travaillé pour Sassou Nguesso? Parce que ça revient souvent que vous êtes aussi, bon, d'autres pensent que vous êtes mouillé aussi les mains sous Sassou Nguesso. Beaucoup de choses se disent autour. Ben, c'est de l'intoxication. D'abord, Christian, il faut dire une chose. Je suis un cadre qui a été formé grâce à l'État congolais. J'ai bénéficié d'une bourse pour aller en France. J'ai fait des études. Je suis sorti statisticien. Il était tout à fait normal. Travailler pour l'État, c'est pas service à Donc, sous-dessous. c'est Et travailler puis pour la moi, j'ai République, commencé. servir la République, C'est c'est tout normal. travailler pour la République. J'ai dit que j'ai commencé comme chef de service du commerce extérieur. Après, je suis devenu directeur général et après, je suis rentré au comité central, etc. Donc, on a toujours tendance à personnaliser un certain nombre de... Et il y en a même qui pensent que j'ai été ministre sous le président Sassou. Non, j'ai été ministre de Milongo, mais dans un contexte où le président Sassou avait un rôle complètement amoindri. Le gouvernement, le premier ministre Milongo, avait des pouvoirs extrêmement forts. Après, j'ai été ministre sous le président Lissouba. Et là, je peux avouer qu'avec le président Lissouba, j'ai eu une excellente collaboration, à la fois avec son premier ministre et avec le président Lissouba lui-même. Oui, mais donc, Donc, je les disais gens... tout à l'heure, c'est quoi ce spectre qui vous suit, où les gens pensent que vous avez travaillé pour Sassou, où vous êtes mouillé. Ah, ils disent même que, bon, écoutez, tout le monde est pareil, ils ont, voilà, ils se sont mouillés les mains avec Sassou Nguesso et donc tous Mais, sont pareils, voilà. Christian, dans les années 2009, il y a un journaliste du journal La Rumeur, Kwadikissa Matsanga, il est mort malheureusement, que Oui, je Dieu s'en connais. a. Alors qui a publié un article pour dire que Clément Mirassa avait reçu 600 millions de francs et que les 600 millions de francs lui avaient été versés par l'intermédiaire d'un pasteur à Pointe-Noire. Et puis je me suis dit, mais pourquoi on me verserait l'argent à Pointe-Noire? Pourquoi pas à Brazzaville? Et à l'époque, Christian, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte. Et les gens sont venus me voir pour dire qu'il fallait vraiment que, en termes de dommages et intérêts, que je ne réclame pas grand-chose parce que le journal était au bord de la faillite. Et j'ai demandé un franc symbolique. Mais j'ai eu raison, mais je ne vais pas. C'était de l'intoxication. Au Congo, quand on veut atteindre quelqu'un, mais moi, je vais dire quelque chose comme ça. Je n'ai pas de relation particulière avec le président Sassou. J'ai rencontré en tant qu'acteur politique le président Denis Sassou Nguesso pour la dernière fois, je dis bien pour la dernière fois, en septembre 1997, à Libreville. Je ne l'ai pas rencontré ici au Congo, je l'ai rencontré à Libreville pendant qu'il y avait cette conférence à cause de la guerre de Brazzaville, où les chefs d'État, de nombreux chefs d'État, Kampaoré, le président sénégalais, tout ça, étaient venus autour du président Bongo pour résoudre. Et je rappelle aux Congolais qu'à cette conférence, le président Lissouba était attendu, mais le président Lissouba n'était pas venu. Il avait choisi de se faire représenter par le Premier ministre Bernard Konila. Puisque vous abordiez déjà la question, évidemment, nous avons, tout le monde a suivi, hein, ceux qui sont encore sur la toile, peut-être que ça circule encore. Il y a un audio comme ça, un voice qui circule sur la toile, qui dit clairement que, voilà, il cite en fait les noms des opposants, parmi lesquels Clément Mirassa, qui aurait reçu de l'argent du pouvoir de Brazzaville pour faire le jeu, voilà, de Sassou Nguesso à l'élection présidentielle 2026. C'est Armel Vianney Luamba qui a mis ce fichier sur la toile et tout le monde est en train d'entendre. Il dit d'ailleurs que si ce que je dis n'est pas vrai, alors que les intéressés me poursuivent en justice ou qu'ils réagissent et à ce moment-là, je vais balancer les preuves. Oui, Christian, ce n'est ni le premier ni le dernier. Et je vais te dire, je vais te situer, avant de donner la réponse, à quel moment ça se présente. Christian, tu sais que le 31 mai dernier, nous avons fait une annonce, nous avons fait une conférence de presse au cours de laquelle nous avons annoncé la sortie prochaine du Rassemblement des forces du changement. Et je sais que depuis qu'on a annoncé la sortie de ce rassemblement, mais ça bouge dans un certain nombre de points. Et, etc. Mais s'agissant maintenant de M. Luamba, tel que vous Mais c'est une question qui est récurrente, Clément Mirassa. Vous êtes retraité après.
Beaucoup se posent la question de savoir, mais comment il fait pour vivre au Congo? Ah ben, beaucoup ne devraient pas se poser des questions, puisqu'ils se moquent de moi en osant dire que Sassou me verse 350 millions. Quoi. Mais je n'ai rien reçu de Denis Sassou Nguesso. Absolument rien. Absolument. Et je préfère dire aux téléspectateurs qu'il n'existe aucun deal entre Clément Mirassa et le PSDC d'une part, et puis Denis Sassou Nguesso et le PCT d'une part. Il n'y a aucun deal. C'est pour ça que nous nous exprimons librement et que nous disons ce que nous avons à dire. Vous citez son Oui, nom. Vianney Armel, Vianney Luamba. Tout à l'heure, vous nous disiez toi, Armel Difissa Vianney Luamba. Massamba. Oui, J'ai échangé avec lui il n'y a pas très longtemps. Bon, écoutez, je ne me pencherai pas sur ce qu'il m'a dit, mais lui-même, il sait ce qu'il m'a dit. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce c'est un que je lui secret, dirais, on ne peut pas le savoir. Même un expert. bon, ce que je crois qu'il faut. Je dis, il sait ce qu'il m'a dit. Il sait ce qu'il m'a dit. Et je ne vais pas me permettre de faire. Monsieur Luamba, avant que je n'arrive à la question, il dit ce qu'il dit que je veux. D'abord, je ne me suis pas annoncé candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau du Rassemblement des forces du changement, nous avons dit que nous nous pencherons sur ces questions, y compris l'examen des conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. Mais Mirassa ne peut pas déjà d'avance s'annoncer candidat pour essayer de plaire à Denis Sassou Nguesso. Maintenant, à M. Armel Luamba qui a des preuves, je souhaite qu'il les donne. Et je souhaite qu'il les donne. Pourquoi, Christian? C'est trop beau de sortir, tu es au Burkina. Moi, je suis sur le terrain. Mais je Je crois ne fais pas que quoi. sur ce volet, Armel Vianney Luamba vous a bien suivi. C'est à lui maintenant de montrer s'il est honnête et sérieux, qu'il apporte désormais les preuves, puisque vous avez donné votre autorisation, votre aval, qu'il vienne balancer maintenant les preuves sur la toile pour que les gens se rendent compte que si ce qu'il dit est vrai, il a même dit que vous pouvez le poursuivre en justice s'il ment. Mais alors c'est à lui de donner donc son adresse, pourquoi pas au Congo-Brazzaville, pour que vous lui portez plainte. Mais je crois que ce volet, de toute façon, pour ceux qui nous suivent, à chacun, évidemment, d'en apprécier. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver encore sur R7 en compagnie de Clément Mirassa. Bonjour, Clément Mirassa. Bonjour, Christian. C'est toujours un plaisir d'être avec toi sur R7. Merci, un plaisir donc partagé. Vous n'êtes plus à présenter, mais pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, vous êtes donc économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du PSDC, un parti de l'opposition Congo-Brazzaville. Clément Mirassa, nous allons parler de vous et de votre parcours politique, vos faiblesses, vos forces, vos victoires, vos déboires, pourquoi pas, et tout ce qui se dit aussi autour de vous. On va commencer par le début, comme qui dirait. Clément Mirassa va nous parler peut-être d'abord de ce qu'il a été dans le cadre professionnel d'abord. C'est-à-dire, mais la politique, c'est tout à l'heure, mais qui est Clément Mirassa, professionnellement parlant? Bon, Christian, merci bien pour la question parce qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Clément Mirassa est un statisticien qui a travaillé dans plusieurs services. J'ai commencé au niveau de la statistique comme chef de service du commerce extérieur. Après, j'ai été directeur général du Centre national de gestion, plutôt au sein du Centre national de la statistique et des études économiques. Et par la suite, en 84, je suis devenu membre du comité central. Pourquoi? Parce que cette phase, il faut la comprendre. Après la mort du président Marien Ngouabi, on préparait le troisième congrès extraordinaire, tout en relevant que pour le président Marien Ngouabi, il préparait ce qu'il appelait le congrès de la radicalisation. Et on s'est rendu compte à l'époque que le Congo allait très mal. Et nous avons apporté notre contribution en tant que cadre
notamment quand je dis nous, un certain nombre de cadres comme Pierre Moussa, comme Jean Itadi, comme le défunt Hilaire Babassana, un certain nombre, Lenganga Mporo, Daniel Abibi. Nous avons apporté notre contribution parce qu'on pensait qu'il fallait apporter Et notre pendant que vous le dites, contribution. Clément Mirassa, il faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'en cette époque-là, c'était le parti unique, c'est ça, C'était le, le monopartisme, et c'était le parti unique. C'était juste pour donner une précision à ceux qui nous suivent, oui. C'était le parti unique et après, il y a eu le troisième congrès extraordinaire. J'ai pris part, puisque j'ai été coopté. Je n'ai jamais fait de demande d'adhésion au PCT, mais nous avons été cooptés au PCT et au sortir. Le congrès a eu lieu en 79, c'est pour ça qu'on parle de l'homme du 5 février. Il faut dire qu'on a pris plusieurs résolutions sur la lutte contre la corruption, sur le plan économique, sur la gestion opaque du pétrole, etc. Ces résolutions qui, en réalité, n'ont jamais été appliquées. Et en 84, je suis devenu membre du comité central du Parti congolais du travail, secrétaire du comité central chargé de la gestion et des activités économiques. Mais dans cette position très forte au niveau de la gestion de l'État, je n'ai pas mis beaucoup de temps parce que j'étais en désaccord avec, je ne dirais pas le parti, mais j'étais en désaccord avec plusieurs grandes personnalités du parti. Et en Pourquoi 89, concrètement, pourquoi vous étiez en mais parce désaccord que avec la gestion a toujours posé le problème. Le problème du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. Et quand vous voulez revenir sur la bonne gouvernance, évidemment, vous avez des problèmes. Parce que quand on a commencé à l'époque à regarder ce qui s'est passé au Trésor, ce qui s'est passé à la CCA, ce qui s'est passé dans pas mal de structures, ça a dérangé. Et je rappelle notamment aux membres du Parti congolais du travail que j'ai organisé en tant que secrétaire du comité central chargé de la gestion et des activités économiques, un séminaire en octobre 1985 des entreprises pilotes d'État. C'était des entreprises sur lesquelles le Congo fondait ses espoirs et qui étaient dirigées par des grands cadres, comme le défunt général Raoul, comme Bita, etc. Donc, on a fait ça. Mais figurez-vous qu'au sortir de cette rencontre qui a été une très belle réussite et qui ouvrait des perspectives parce que c'est à cette occasion que Denis Sassou Nguesso a fait un discours extraordinaire où il considérait les entreprises d'État comme des tonneaux de Danaïdes. Et quelques mois après, j'ai été remercié. Au niveau, on a pensé que ce département ne devait plus exister. J'ai continué à être membre du comité central, directeur général cette fois-ci du Centre national de gestion. Et Attendez, après, en vous 4, réalisez une activité avec succès, vous avez dit, et au bout du compte, à la fin, on vous ah, remercie. Pourquoi? j'ai été remercié. Ah ben, j'ai été remercié. Quand je fais la réflexion aujourd'hui avec l'activité que je mène, je me rends compte que le système se sentait menacé. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de vol. L'homme a la place qu'il faut, les détournements. Et il faut que les Congolais se Donc, rappellent de ce qu'a il été. fallait pas des gens comme vous dans le PCT Il ne parce que fallait vous pas. gêniez Il ne déjà. fallait pas. En cette époque-là, vous commenciez déjà à gêner. Donc, il fallait carrément vous éloigner. J'étais déjà gênant. J'étais déjà gênant. Je suis parti du comité central en 89. Et puis, c'est l'époque où il y a un peu de réformes, la bonne, il y a la chute du mur de Berlin, tout ça. Et avec un certain nombre de camarades, on s'est organisé. Et ceux qui disent que je suis toujours au PCT, non. Nyerassa est l'un des initiateurs de la lettre ouverte qui a été le point de départ de tout ce qui a conduit à la conférence nationale souveraine. Et quand je parle des initiateurs du départ de cette lettre, il y a Clément Mirassa, il y a Jean-Pierre Tissé-Chikaya, il y a le défunt Joseph Gamanzoli, il y a Jean Itadi. Après, se sont ajoutés à nous Christophe Mukwege, Mungunga Ngili, Mungunga Ngila, Auguste Bongara Kokta. Et puis, c'est ça qui a conduit à toute cette démarche. Donc, et au niveau, on a pu obtenir, puisque tu parles de victoire, à l'époque, on a pu obtenir la tenue de la conférence nationale souveraine, que certains essayent de ridiculiser en faisant apparaître des appellations que je n'accepte pas du tout. Et cette conférence a été un moment très fort de l'histoire de ce pays. La preuve, c'est que nous sommes passés du parti unique au multipartisme. Oui, mais Clément Birassa, Malheureusement, pendant que vous allez continuer avant la conférence nationale, je ne sais pas si c'était pendant la conférence nationale, vous aviez été jeté en prison. C'était pourquoi? ben, j'ai été jeté en prison à cause de la lettre ouverte. Ah,
Nous étions en train de préparer la lettre ouverte et avec Augustin Célestin Bongarampois, avec Michel Gango, nous travaillions pour la création du Parti social-démocrate congolais. Et j'ai été arrêté après Auguste Célestin Bongarampois, de même que le défunt Michel Gango. Et figure-toi, Christian, que j'ai été présenté à la télévision. Je me rappelle National. les personnes à la télévision nationale, les personnes dont j'ai le il y avait 3 personnes quand ce dossier a été présenté à la télévision, parce que j'étais déjà en prison. Et on est venu me chercher de ma cellule pour dire il faut venir. Et les enquêteurs m'ont abandonné dans une salle où il y avait une télévision. Et puis je vois comme ça, journal télévisé, premier titre, Clément Mirassa, cerveau penseur d'un coup d'État. Je me suis dit, coup d'État, qui est militaire, qui détient les armes, et les personnes qui étaient présentes, pour que les gens aient une idée, Christian. Il y avait Célestin Gomafutu, qui était le président de la commission centrale de contrôle et de vérification du parti. Il y avait Henri Bouka, qui était un cadre au niveau de la justice. Et puis, il y avait Pierre Rouba, qui était directeur général de la police. Et ils avaient un petit sac pour dire que les preuves étaient là, etc. Donc, voilà un peu. Les Mais sacs j'ai été où se arrêté. trouveraient les armes, c'est ça, ou bien les documents. Les preuves. Non, il n'y avait aucune arme. Mais écoute, Christian, je ne peux pas être le cerveau penseur d'un coup d'État et on ne voit ni militaire ni armes. C'est quoi? Je suis un civil, je ne suis pas dans ces affaires d'armes, Mais etc. avec recul, tout ça c'était fait pourquoi? Carrément pour vous éliminer politiquement, vous effacer Mais, carrément des mais, mais, parce que, mais parce que les idées qu'on véhiculait gênaient le pouvoir. Le pouvoir ne voulait pas aller au multipartisme. Le pouvoir voulait plutôt d'une marge qu'il pensait, comme d'habitude, programmatique, etc. Mais on en a décidé ainsi. C'est comme ça qu'on est parti à la conférence nationale. Beaucoup de choses se disent sur la conférence nationale, mais la conférence nationale a été un moment extrêmement important de la vie politique de ce pays. Nous Et allons c'est un parler de la repère. conférence nationale, Clément Mirassa, mais comment vous sortez de là? C'est-à-dire, là, vous étiez déjà dans le gouffre, hein, et puis voilà. Comment vous êtes sorti de là? Alors, ben, j'ai été arrêté le 9 juillet. Je crois que c'est même le jour où Tistel et un certain nombre d'autres camarades sont partis déposer justement cette lettre ouverte. Et le 14, vers le 14 août, autour de 19 heures, ben, j'ai vu une grosse délégation venir dans la cellule où j'étais. Je n'ai pas été torturé. Bon, sauf qu'il y avait des tortures psychologiques parce qu'on venait me chercher à 2 heures du matin, 3 heures du matin pour des interrogatoires. Mais physiquement, été touché. C'est une Et indiscrétion de bon, savoir quel type de questions vous posiez-on à l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? la question est simple. Bon, la question était simple. Oui. Vous étiez au comité central et vous n'étiez pas en harmonie. On dit que le pays ne marche pas. Le pays ne marche pas, il faut aller à des changements. Donc, j'ai été finalement, donc je suis resté en prison du 9 juillet 90 au 14 août. Et le 14 août, ben, le soir, quand on m'a pris vers 19 heures, moi je pensais franchement, Christian, quand on est venu me chercher à 19 heures, il faisait déjà bien sombre, je me suis dit que j'allais partir à un endroit où on allait me fusiller. J'ai fait mes petites affaires, etc. Et puis Et bon, comment vous vous sentiez à l'instant? Comment vous vous sentiez? C'est toujours bien de savoir. ben, j'étais complètement désarmé puisque j'étais entre leurs mains. J'étais complètement désarmé. La perte de la liberté, Christian, quelque chose de fondamental. Et c'est très dur à vivre. Donc, quand on m'a appris, on m'a dit, on vous amène, moi, je pensais personnellement qu'on allait partir me fusiller. Et puis, finalement, on est passé, nous étions gardés du côté de la gare de Brazzaville, pour ceux qui connaissent. On est passé devant le Monoprix, on est passé par le rond-point de Potopoto, au rond-point de Mungali. Et quand on arrive devant la commune, là où j'habite, bon, on a viré à gauche et on est venu stationner devant ma porte pour dire, vous êtes arrivé chez vous, on vous dit une chose, suivez le discours de 20 heures. Donc je rentre chez moi et ma femme et mes enfants étaient très surpris. Et j'étais comme un miraculé. Et puis bon, ben, à 20 heures, j'ai suivi ce qui m'a été dit. Bon, ben, il y avait un discours fleuve où la décision politique avait été prise de libérer tous les prisonniers politiques. Quand je dis tous les prisonniers politiques, il y a Yombi qui purgeait déjà 11 ans
en prison. Il y a Ndala qui était dans l'affaire des banques. Donc, nous étions très nombreux. Et nous, on avait la chance parce que quand je compte les jours, en fait, j'ai passé à peu près un mois et quelques jours, alors que le président Yombi avait passé 11 ans. Donc Comme quoi, voilà vous avez eu concrètement. la vie sauve grâce, évidemment, à cette pression de la conférence nationale qui est arrivée. Sinon, vous Ah seriez oui, resté là-bas. oui, oui, on a eu la vie sauve grâce à cette. Elle était forte de la pression. Elle était forte et les Congolais voulaient vraiment qu'on aille à une rencontre qui permettrait au Congo de discuter, de voir comment aller avancer son avenir. Alors, Et donc, c'est vous très disiez que important. la conférence nationale était une bonne chose. Donc, déplaise à ceux qui pensent que c'était la pire des choses. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut noter de cette conférence nationale? Ben, la conférence nationale a permis aux Congolais de s'exprimer. On dit les membres du PCT particulier. Parce que, Christian, je te prends quelques exemples. C'est à la conférence nationale que nous avons découvert qu'on avait coupé la carotide au président Marien Ngouabi. Contrairement à la version officielle qui disait qu'on avait tiré sur lui, etc. Et ce témoignage du docteur, du défunt docteur Kouka Bemba, ben, nous a donné la chair de poule. Et on s'est dit finalement que le président était mort dans une situation, dans une mort extrêmement violente. Tu t'imagines par rapport à tout ce qu'on nous avait dit. Et on a suivi également les témoignages des Kondiakala. Et ça me fait, même aujourd'hui, ça me fait beaucoup réfléchir parce qu'il a vu Massamba Débat et on n'a plus jamais vu Massamba Débat et il n'y a pas de sépulture. Maintenant, au niveau de la commission assassinat, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est pour dire qu'un jour, il faut qu'on arrive dans ce pays à une commission vérité, justice et réconciliation. On a trop de contentieux, il faut qu'on avance. Mais nous avons eu des débats très profonds sur, par exemple, la gestion du pétrole. Nous avons eu beaucoup. Il y a eu il n'y avait pas que les attaques au PCT qui intéressaient les gens. Et on en est sorti, bon, c'est vrai, avec une période de transition qui était d'un an. Là aussi, il faut dire que la période de transition était très courte pour assumer un bel avenir et faire en sorte que le pouvoir qui vient après, ça s'aille sur On a une parlé de situation la beaucoup. gestion du pétrole et je sais également que les mêmes mots, hein, voilà, entraînent les mêmes, comme qui dirait, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. On parlait déjà des détournements de fonds, de la gabegie financière. Apparemment, nous y sommes encore. Les crimes politiques, tout ça, torture, arrestation. Là, on est en train de vivre presque la même chose, mais en pire cette fois-ci. On va y revenir tout à l'heure. Mais lorsqu'on revient sur le pétrole, qu'est-ce qu'on a pu retenir? La gestion du Le pétrole. pétrole, j'ai retenu quelque chose d'extrêmement important. Et ça aboutit à la prise d'un acte qui s'appelait l'audit des coûts pétroliers. Et il y a les experts qui nous ont expliqué qu'en réalité, ce que nous touchions était très en deçà de ce que nous devions toucher. Et j'en parle parce que ça a bousculé le fonctionnement du gouvernement Milongo dans lequel j'étais. Et ça a créé beaucoup de perturbations. Parce qu'en réalité, notre collègue qui est malheureusement mort, Thomas Dello, qui était ministre délégué au pétrole, mais avait contacté un cabinet américain pour venir justement, semble-t-il, s'occuper de ces audits. Bon, il semble que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça a créé des tensions dans le pays. Ça a même fait que le président Milongo disparaissent pratiquement de chez nous pendant 48 heures. Même nous qui étions ministres, nous ne savions pas qu'est-ce qu'il était devenu. Ah, donc Mais il y a vous eu, étiez ministre du gouvernement j'étais Milongo, ministre, c'est ça? j'étais ministre du gouvernement Milongo, j'étais ministre du commerce, des approvisionnements et de l'artisanat, je crois. C'est dans le même gouvernement que vous étiez également ministre du développement industriel, c'est ça? Non, 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 non. Il y a eu un remaniement, j'ai été reconduit avant de sortir du gouvernement, mais j'étais ministre du développement industriel, de la pêche et de l'artisanat avec le président de Souba, avec pour premier ministre d'Acosta. Et lorsqu'on revient sur la gestion globale du pays, qu'est-ce qui s'est dit à la conférence nationale? Puisque c'est ça Mais peut-être qui énerve aussi certains qui pensent que c'était vraiment un procès contre eux. Que s'était-il dit? bon, s'agissant du procès, Christian, c'est vrai qu'il y avait des dossiers sensibles comme la commission des assassinats, il y avait des dossiers sensibles comme la commission qui s'occupait
des scandales économiques et financiers. Il faut reconnaître que les dossiers ont été amassés. Et bon, Dieu merci, enfin Dieu merci, il n'y a pas eu de suite à tout ça. Mais il faut reconnaître qu'on a examiné un certain nombre de choses. Je parle, par exemple, d'un problème qui nous poursuit jusqu'à présent. C'est le problème de la dette, qui a fait un examen extrêmement sérieux au niveau de la conférence nationale. Et on a abouti à la conclusion que la dette constitue un véritable obstacle à notre développement et que pour que nous avancions, il fallait qu'on agisse pour résoudre ce problème. Je crois que le président Lissouba, par la suite, le président Sassou, s'en sont occupés et c'est pour ça qu'en 2010, nous avons pu atteindre, tu vois Christian, de 91 à 2010, tu vois le nombre d'années qu'on a pris pour arriver à la résolution de ce problème. C'est pour ça qu'on a pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, dans lequel Roger Rigobert Randeli a joué un rôle extrêmement important, puisqu'il nous avait amené à atteindre le point de décision qui nous avait ouvert la voie pour qu'on aille au point d'achèvement. Mais la dette a été réduite, mais malheureusement, nous y sommes retombés, puisqu'aujourd'hui, etc. Maintenant, les problèmes, autant au plan économique, mais on s'est penché sur les problèmes de corruption, sur les problèmes de détournement, sur les problèmes, c'est des vieux problèmes. Surtout, les problèmes de la gestion du secteur d'État, qui avait été créé avec une création très importante de structures sous le président Alphonse Massamba Deba pour enrichir l'État, pour avoir une prévision, une projection sur les problèmes de l'emploi au niveau de la gestion. Mais aujourd'hui, le secteur d'État s'est écroulé. Je te prends un exemple. Hydro-Congo avait le monopole de la vente des carburants et Hydro-Congo perdait de l'argent chaque année. Maintenant que ça a été privatisé, tu vois le nombre de sociétés qui se sont installées et qui gagnent de l'argent. La raison, c'est quoi? On vole et on a constaté que plus vous volez, plus vous montez en grade, l'impunité, etc. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le slogan qui avait été lancé par le président Marien Ngouabi, on n'a jamais pu le respecter. Et voilà un peu la situation. Mais qu'est-ce qui fait dire aux gens que vous avez travaillé pour Sassou Nguesso? Parce que ça revient souvent que vous êtes aussi, bon, d'autres pensent que vous êtes mouillé aussi les mains sous Sassou Nguesso. Beaucoup de choses se disent autour. Ben, c'est de l'intoxication. D'abord, Christian, il faut dire une chose. Je suis un cadre qui a été formé grâce à l'État congolais. J'ai bénéficié d'une bourse pour aller en France. J'ai fait des études. Je suis sorti statisticien. Il était tout à fait normal. Travailler pour l'État, ce n'est pas servir Sassou Nguesso. Donc, c'est travailler Et pour puis la moi, j'ai République, commencé. servir la République, c'est tout normal. C'est travailler pour la République. J'ai dit que j'ai commencé comme chef de service du commerce extérieur. Après, je suis devenu directeur général et après, je suis rentré au comité central, etc. Donc, on a toujours tendance à personnaliser un certain nombre de... Et il y en a même qui pensent que j'ai été ministre sous le président Sassou. Non, j'ai été ministre de Milongo, mais dans un contexte où le président Sassou avait un rôle complètement amoindri. Le gouvernement, le premier ministre Milongo, avait des pouvoirs extrêmement forts. Après, j'ai été ministre sous le président Lissouba. Et là, je peux avouer qu'avec le président Lissouba, j'ai eu une excellente collaboration, à la fois avec son premier ministre et avec le président Lissouba lui-même. Oui, mais donc, Donc, je les disais gens... tout à l'heure, c'est quoi ce spectre qui vous suit, où les gens pensent que vous avez travaillé pour Sassou, où vous êtes mouillé. Ah, ils disent même que, bon, écoutez, tout le monde est pareil, ils ont, voilà, ils se sont mouillés les mains avec Sassou Nguesso et donc tous Mais, sont pareils, voilà. On vous jette donc, mais on vous met dans le même panier. Christian, dans les années 2009, il y a un journaliste du journal La Rumeur, Kwadikissa Matsanga, il est mort malheureusement, Oui, que je Dieu ait son connais. âme. Alors qui a publié un article pour dire que Clément Mirassa avait reçu 600 millions de francs et que les 600 millions de francs lui avaient été versés par l'intermédiaire d'un pasteur à Pointe-Noire. Et puis je me suis dit, mais pourquoi on me verserait l'argent à Pointe-Noire? Pourquoi pas à Brazzaville? Et à l'époque, Christian, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte. Et les gens sont venus me voir pour dire qu'il fallait vraiment que, en termes de dommages et intérêts, que je ne réclame pas grand-chose parce que le journal était au bord de la faillite. Et j'ai demandé un franc symbolique. Mais j'ai eu raison, mais je ne vais pas. C'était de l'intoxication. Au Congo, quand on veut atteindre quelqu'un, mais moi je vais dire
quelque chose comme ça. Je n'ai pas de relation particulière avec le président Sassou. J'ai rencontré en tant qu'acteur politique le président Denis Sassou Nguesso pour la dernière fois, je dis bien pour la dernière fois, en septembre 1997, à Libreville. Je ne l'ai pas rencontré ici au Congo, je l'ai rencontré à Libreville pendant qu'il y avait cette conférence à cause de la guerre de Brazzaville, où les chefs d'État, de nombreux chefs d'État, Kampaoré, le président sénégalais, tout ça, étaient venus autour du président Bongo pour résoudre. Et je rappelle aux Congolais qu'à cette conférence, le président Lissouba était attendu, mais le président Lissouba n'était pas venu. Il avait choisi de se faire représenter par le Premier ministre Bernard Konila. Et c'est la dernière fois que j'ai discuté en tête à tête avec le président Sassou depuis 1997. Mais je dois avouer que quand je suis revenu au pays, parce que j'étais hors du pays, quand je suis revenu au pays, j'ai manifesté le désir de rencontrer le président Sassou pour échanger sur lui de ce qu'on venait de vivre, certainement, d'émettre un certain nombre. Ça n'a jamais abouti, mais je n'ai jamais insisté. C'est vrai que d'autres personnes, par ailleurs, m'ont parfois proposé une rencontre. Je disais que je ne voyais pas la motivation, sinon la raison fondamentale de rencontrer le président. Alors, je le dis pourquoi? Parce qu'assez souvent, les gens disent que le président Sassou m'a donné de... Mais pour faire quoi? Quand on suit mon parcours, quand on suit les idées que je développe, c'est pour faire quoi? J'ai pris l'argent du PCT pour faire quoi? Pour faire ce que je fais. Donc, le président Sassou me donne de l'argent pour que je développe un certain nombre d'idées, mais qui mettent le PCT et le président Sassou en difficulté. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est même responsable de la part des gens qui véhiculent ces idées? Mais enfin, c'est une séquence et au Congo, on est toujours habitué à vivre. Mais évidemment, bon, malheureusement pour vos détracteurs, ils n'ont jamais présenté les éléments de preuve et ça, c'est aussi un problème. Clément Mirassa, après, il y a eu la séquence changement de la constitution du Congo. Nous sommes là en 2015. Votre combat, c'était quoi et comment vous vous êtes mis en mouvement? Lorsqu'il y a eu le problème du changement de la constitution, nous nous sommes organisés. Quand je dis nous, c'est les partis politiques et la société civile. Et nous avons créé un mouvement qui était très fort. C'était le mouvement citoyen pour lutter pour le respect de la Constitution. Et nous étions foncièrement opposés au changement. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on attribue un certain nombre de choses avec le PCT, mais assez souvent, nos positions sont diamétralement opposées. Et figure-toi, à Point Noir, je crois que tu as eu des images de cette séquence. Nous avons fait un meeting à Point Noir. Et avant même que le meeting ne commence, il y a du sang qui a été versé. On a tiré sur les civils, on a fait un certain nombre de choses. Il est pratiquement 11 heures ou presque quand la population prend d'assaut la place de la République de Pointe-Noire pour son méga-meeting ce samedi 17 octobre 2015. Des foules et des fours convergent vers le rond-point Lumumba à pied, les taxis et bus étant empêchés de circuler par note syndicale. Le meeting est prévu à 12 heures, mais une heure bien avant d'arriver sur les lieux des responsables de l'opposition, notamment le député Mabio Mavunguzinga, Parfait Kolela, Clément Mirassa, René Blanchard-Oba, Okombi Salissa, bref, la police se met à tirer à balles réelles sur la foule, suivi des gaz lacrymogènes. La foule tente de se replier, juste le temps de se rendre à l'évidence de ce qui se passe. La police continue à tirer, la foule décide finalement de résister main nue.
En revanche, la population s'en prend à la voiture du policier qui a tiré sur la foule. La population n'entend pas céder. Elle est plus que déterminée à résister et à assister au meeting. Elle reprend place et cette fois-ci beaucoup plus nombreuse qu'avant, malgré toutes les tentatives de dissuasion par l'armée et la police. Informés de l'incident, les responsables de l'opposition font irruption sur les lieux du meeting, bravant ainsi la peur et le dispositif de menace mis en place par les autorités militaires et policières. La tension monte, on sent de l'électricité dans l'air. Les manifestants plus que nombreux comme le témoignent ces images, parmi elles les blessés graves, donc le diagnostic vital est engagé. Les images atroces que pour les âmes sensibles nous ne pouvons vous les montrer. Voici tout de même quelques autres blessés légers et les douilles de la Kalachnikov. Maman moun me foi na sœur Mounou ma Dédé Bernadette na Sita Roji awa ba me kubulba ba me l'axpen d'accord me fa nukun awa na sise me fa nukuna. Nous ne pouvons qu'être très tristes. La force publique est faite pour sécuriser la population. Ce que nous avions voulu, c'est tenir un meeting pour défendre nos idées et faire passer nos messages. Et nous sommes malheureusement surpris que la force publique qui aurait dû sécuriser le meeting soit allée jusqu'à faire des victimes et on enregistre déjà 2 ou 3 morts. C'est très dommage. Mais ça nous permet de dire que nous sommes déterminés et engagés. Ce sang-là n'a pas coulé pour rien. L'armée refait surface dans la foule. La population n'entend pas non plus lâcher. Le chef d'état-major militaire de Pointe-Noire, le général Ole Songo, est obligé d'arriver en personne sur le terrain pour annuler le meeting. Les responsables de l'opposition insistent sur la tenue de leur activité qui tient lieu, disent-ils, de campagne référendaire officiellement ouverte le 9 octobre 2015. Et après le meeting de Christian, je devais rentrer à Brazzaville. Quand je viens à l'aéroport, on me dit, Monsieur Mirassa, vous ne pouvez pas voyager. Je dis pourquoi? Ah non, vous avez créé du scandale au meeting, etc. Vous ne voyagez pas dans tous les cas. Sachez une chose, vous devez être en état d'arrestation. Et je dis, je vais être en état d'arrestation. Et c'est comme ça qu'on ne nous a pas permis d'aller. On ne m'a pas permis de voyager. On a refait le point avec les autres et on a décidé d'aller le lendemain à Dolisie pour faire. Et c'est cette séquence où nous avons été bloqués. À Mengo, je crois que c'est. Tout à fait, oui. On a cette séquence en images que je vais proposer d'ailleurs à nos téléspectateurs avant de continuer notre entretien. Suivez.
À mesure que la date du 20 octobre 2015 s'approche, date retenue par l'opposition pour la désobéissance civile généralisée, quelques éléments de la police nationale et de l'armée sont de plus en plus furieux contre la population en violation de l'article 171 de l'actuelle constitution qui stipule que la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. C'est malheureusement tout le contraire de cet article qui s'est encore produit ce matin au péage de Mengo et au carrefour de Vonvon. On croit qu'au Congo, il y a des sous-citoyens et d'autres sont des citoyens. Donc nous sommes des sous-citoyens qui devons nous plier à la volonté des individus. Voilà, il y a des jeunes voyous en tenue qui nous demandent de faire demi-tour parce qu'ils ne veulent pas que nous allions à Dolisie où nos militants nous attendent. Et il faut préciser que c'est le moment de la campagne, semble-t-il, du référendum. Quand bien même nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait référendum, mais au moins c'est le moment de la campagne. Il n'y a pas de raison qu'on nous empêche de partir à Dolisie jusqu'à nous menacer avec des armes. Vous voyez comment ils sont armés jusqu'aux dents contre un peuple qui n'a rien en main. Nous sommes ici dans un quartier nord de Pointe-Noire, Puiko, où le cortège de l'opposition qui se rendait à Dolisie assisté au méga-meeting a été empêché par l'armée et la police de quitter Pointe-Noire alors que la campagne référendaire est ouverte officiellement du 9 au 23 octobre 2015. Pour comprendre les motivations de l'armée et de la police, il a fallu attendre au moins 2 heures, parce que c'est au niveau du carrefour Vonvon qu'un émissaire du parquet vient brandir une instruction du procureur de la République, David Oseke, ordonnant à la région de gendarmerie et à la direction départementale de la police de Pointe-Noire et du Kwilu d'interpeller les opposants et d'ouvrir sans délai une enquête sur les incidents qui se sont produits samedi 17 octobre au méga-meeting à la place de la République. Incident pourtant, on le sait plus ou moins, créé par les éléments de la force publique qui ont tiré à balles réelles sur la foule venue manifester pacifiquement. La population, informée de bouche à oreille, a investi les lieux pour soutenir leur leader. Une mobilisation spontanée que l'armée et la police n'ont pu contenir. Les tirs ont éclaté, la population s'est plutôt montrée pacifique dans sa résistance. Et dans ce contexte que le directeur départemental de la police nationale de Pointe-Noire et du Kwilu est intervenu. Voilà qui a donné lieu à des négociations qui ont abouti à la levée de l'instruction du procureur de la République. Les opposants peuvent désormais regagner Brazzaville en toute liberté. Voilà, Clément Mirassa, après Mengo, finalement, vous avez été libéré, c'est ça? On vous a dit que finalement... On a passé une journée, mais vraiment, il faut féliciter les Ponténégrins parce qu'ils nous ont protégés, ils nous ont assistés et nous étions, c'est là où j'ai découvert cet endroit parce que d'un côté, il y a un camp de la police, de l'autre, semble-t-il, il y a un camp de la GR, donc nous étions dans un espace où nous n'étions pas très, très sécurisés. Et Dieu merci également, nous avions dans notre délégation un brillant journaliste qui est notaire, c'est Jean-Baptiste Boumputu. Et il y avait le procureur, c'était dimanche, mais il y avait le procureur de la République qui était descendu là où nous étions. Et Jean-Baptiste Boumputu a conduit la délégation des gens qui ont discuté avec le procureur de la République. Et puis vers la fin, on nous a dit que nous étions libres et que nous pouvions rentrer. Figure-toi que chacun de nous s'est arrangé à rentrer pratiquement le même jour parce qu'on se disait qu'il ne fallait pas qu'on soit bloqué à Pointe-Noire. Mais le bilan était très, très négatif. Nous avons eu beaucoup de pertes de vies humaines et puis beaucoup de blessés, ce qui est à déplorer. C'est dommage. Il y a des Congolais qui pensent que vous avez trahi le peuple congolais pour n'avoir pas réussi, évidemment, cette séquence
malgré cette mobilisation, ben voilà, curieusement, on va aux élections et tout a été balayé. Denis Sassou Nguesso s'est autoproclamé, il s'est maintenu au point de mettre même en prison, et on y reviendra tout à l'heure, certains des candidats qui étaient en face de lui. Est-ce que vous-même, après le recul, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon? Non, la leçon que je tire, Christian, et c'est là où parfois que les gens devraient comprendre le sens du pardon que j'ai demandé. La leçon que je dois tirer, c'est que le Congo était vraiment, les Congolais voulaient vraiment du changement. Je le dis pourquoi. Avec Pascal Tchatima Biala, Christophe Mukwege, que Dieu est son âme, Guy Romek Kinfoussé, un certain nombre d'autres. En tant que Frocade, nous avons fait une descente à Pointe-Noire pour faire un meeting à la place Lumumba. Et je t'assure, Christian, rien que le Frocade, il y avait une très, très, très grande mobilisation. Nous sommes repartis après à Pointe-Noire, cette fois-ci, sous la forme Frocade IDC, c'est-à-dire avec, en plus de Claudine Minari, etc., on avait Guy Brice Parfait Kolela, André Okombi Salissa. La mobilisation était encore beaucoup plus grande. Bon, beaucoup de reproches nous ont été faits et les gens ont dit qu'on n'aurait pas dû interrompre surtout le dernier meeting à Brazzaville, qui a connu également une très, très grande mobilisation, que les choses étaient bonnes, mais nous avons certainement eu une mauvaise appréciation de la situation. Mais je crois qu'il faut qu'on en tire les leçons. Mais est-ce que vous-même, vous vous dites parfois que vous aviez été trahi par certains de vos collaborateurs, c'est-à-dire vos partenaires, j'allais dire? Mais la trahison, elle est quotidienne au Congo. Mais Christian, quand les gens sortent aujourd'hui pour dire que j'ai pris de l'argent, c'est pour faire quoi? Ils croient être du côté du peuple pour essayer de me jeter de l'eau pauvre, mais en réalité, ce sont eux qui font le jeu du pouvoir. Ce sont eux. Parce que, supposons, j'ai suivi quelques vidéos, peut-être que tu vas y revenir. Je suis quelques vidéos, on dit Mirassa a pris de l'argent. Mirassa a pris de l'argent, pourquoi? Christian, j'ai pris de l'argent pour dire que Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. C'est Sassou qui m'a donné de l'argent pour que je vienne avec toi, avec d'autres médias, faire des émissions, dire le PCT n'est pas en conformité avec la loi, il doit être sanctionné. Et si on le sanctionne, le Sénat, l'Assemblée doivent être à plat. Je dis que le Ou président Sassou a violé. peut-être qu'il penserait que vous jouez peut-être, bon voilà, je mets ça entre guillemets, un rôle voilà, qui joue à cette partition, qui tente un peu de dénoncer, mais qui, c'est vous qui le disiez, la nuit ils sont de l'autre côté, le jour ils viennent taper sur le pouvoir, et voilà pourquoi les gens penseraient peut-être que vous jouez aussi à ce jeu, puisque vous abordiez déjà la question, évidemment, tout le monde a suivi, hein, ceux qui sont encore sur la toile, peut-être que ça circule encore, il y a un audio comme ça, un voice qui circule sur la toile, qui dit clairement que, voilà, il cite en fait les noms des opposants, parmi lesquels Clément Mirassa, qui aurait reçu de l'argent du pouvoir de Brazzaville pour faire le jeu, voilà, de Sassou Nguesso à l'élection présidentielle 2026. C'est Armel Vianney Luamba qui a mis ce fichier sur la toile et tout le monde est en train d'entendre. Il dit d'ailleurs que si ce que je dis n'est pas vrai, alors que les intéressés me poursuivent en justice ou qu'ils réagissent et à ce moment-là, je vais balancer les preuves. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est de ça que vous faites état. Oui, Christian, ce n'est ni le premier ni le dernier. Et je vais te dire, je vais te situer, avant de donner la réponse, à quel moment ça se présente. Christian, tu sais que le 31 mai dernier, nous avons fait une annonce, nous avons fait une conférence de presse au cours de laquelle nous avons annoncé la sortie prochaine du Rassemblement des forces du changement. Et je sais que depuis qu'on a annoncé la sortie de ce rassemblement, mais ça bouge dans un certain nombre de coins. Et, etc. Mais s'agissant maintenant de M. Luamba, tel que vous citez oui, son nom. Armel Vianney Luamba. Tout à l'heure, vous nous disiez Armel Dikissa Vianney Luamba. Massamba. Oui. J'ai échangé avec lui il n'y a pas très longtemps. Bon, écoutez, je ne me pencherai pas sur ce qu'il m'a dit, mais lui-même, il sait ce qu'il m'a dit. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce C'est un que je lui secret, dirais, on ne peut pas le savoir. Même un extrait. bon,
C'est que je crois qu'il faut. Je dis, il sait ce qu'il m'a dit. Il sait ce qu'il m'a dit. Et je ne vais pas me permettre de faire. Monsieur Luamba, avant que je n'arrive à la question, il dit ce qu'il dit que je veux. D'abord, je ne me suis pas annoncé candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau du Rassemblement des forces du changement, nous avons dit que nous nous pencherons sur ces questions, y compris l'examen des conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. Et que quand nous aurons déblayé ce problème, c'est au sein du Rassemblement que nous pourrons, si on prend la décision d'aller à l'élection, je ne sais pas sous quelles conditions, je dis bien sous quelles conditions, ben on pourra désigner un candidat unique. Mais Mirassa ne peut pas déjà d'avance s'annoncer candidat pour essayer de plaire à Denis Sassou Nguesso. Maintenant, à M. Armel Luamba qui a des preuves, je souhaite qu'il les donne. Et je souhaite qu'il les donne. Pourquoi, Christian? C'est trop beau de sortir, tu es au Burkina. Moi, je suis sur le terrain. Et je peux te citer un certain nombre de repères, Christian. Le 4 novembre 2014, après que j'ai reçu l'assurance pour tenir une réunion du mouvement citoyen chez moi, nous avons été attaqués par des éléments du GRB et du BCIR qui sont rentrés dans ma parcelle pour me rechercher et me tuer. Et ils ont pillé chez moi. J'ai porté plainte quand M. Luamba dit qu'il faut qu'on porte plainte. J'ai porté plainte jusqu'à présent. La plainte n'a pas abouti. Il y avait eu une première ordonnance qui avait été prise, etc. Et on a fait appel, ça n'a jamais répondu. Je continue, Christian. Alex Nzabada, que tout le monde connaît, l'activiste de la société civile, a été arrêté le 21, en 2021 pendant que nous travaillions contre l'élection du président Sassou, qui s'est faite en violation flagrante des lois et règlements de la République. Mais en 2023, après sa sortie, Christian, tu as accueilli Alex Nzabada à une de tes émissions. Il t'a dit quoi? Pendant que j'ai été arrêté à la CID, on me demandait de citer le nom de Jean-Marie Michel Mokoko, de Joe Washington, etc. Ça, c'est une séquence. Mais plus tard, toi-même avec moi, on a fait une émission. Et c'est toi qui m'apprends que tu as eu des coups de fil des partisans du pouvoir qui t'ont appelé pour te dire Christian, il ne faut pas que tu sois responsable de la mort de la responsabilité de la mort de Clément Mirassa. Oui, ça m'a été. Clément Mirassa. Et ils t'ont dit que ce qu'il dit est vrai. Il ne dit pas des mensonges. Mais ça nous dérange. Toi, tu es à l'extérieur, lui, il est ici. Et sache qu'à tout moment, nous pouvons lui donner la mort. J'ai souhaité faire une descente à Madibou. Il y a toutes les tracasseries pour que... Mais en quoi? Et en fait, Christian, je suis opposant depuis pratiquement la mise en place du multipartisme. Parce qu'immédiatement après la victoire du président Lissouba, avec les Kolela, tout ça, nous avons créé l'URD qui a fini par se retrouver avec le PCP à l'opposition. C'est pour ça que j'ai retenu beaucoup de choses que Denis Sassou Nguesso a déclaré quand il était avec nous à l'opposition et que nous y revenons. Parce que nous considérons qu'il y a un paradoxe entre ce qu'il a dit et ce qu'il fait. Et ça, nous le relevons. Christian, Denis Sassou Nguesso me donne de l'argent pour que je fasse des émissions, pour dire que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, pour dire que le PCT devrait être sanctionné, pour dire que Denis Sassou Nguesso a violé la loi, a violé les constitutions, pour dire, est-ce que c'est plausible ça? Et moi, je dis dans les émissions que je fais, mais que Denis Sassou Nguesso qui a violé la loi ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2026. Il y a combien d'opposants qui l'ont dit au Congo? Il y en a combien? C'est pour ça que je souhaite, Christian, puisque Armel Luamba, Vianney Luamba dit qu'il a des... Mais qu'il donne les preuves. Moi, je lui demande, je lui le mets au défi de donner les preuves. Et je rappelle à M. Luamba, je ne vais pas rentrer dans un certain nombre de détails. Je rappelle à M. Luamba que Florent Tchiba, qui est directeur de cabinet, ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, c'est un de mes parents. C'est un de mes parents. Il a choisi la voie qu'il a choisie. C'est à lui d'en assumer ce choix. Moi, je suis à l'opposition. Mais Christian, au-delà des rapports de parenté et des rapports qu'on peut avoir au niveau de la situation de nos
aux chefferies traditionnelles. Je ne discute pas politique avec Florent Tiba. Quel est le deal? J'ai fait le deal avec le PCT pour faire quoi? Mais tu as suivi quand nous avons fait la sortie officielle. Comment Parfait Loki a essayé de nous noyer pour dire que nous ne sommes pas dans le sang. Donc le PCT dit qu'on est dans le sang. Et moi, je dis, je mets quiconque au défi. Et moi, je dis, depuis 97, je dis bien, Christian, que les Congolais retiennent, depuis septembre 97, où j'ai rencontré le président Sassou, à Libreville, je n'ai plus jamais eu de rencontre avec le président Sassou. Deal avec qui je l'ai signé, je ne rencontre pas Pierre Moussa. Mais je crois que sur ce volet, Armel Vianney Luamba vous a bien suivi. C'est à lui maintenant de montrer s'il est honnête et sérieux, qu'il apporte désormais les preuves, puisque vous avez donné votre autorisation, votre aval, qu'il vienne balancer maintenant les preuves sur la toile pour que les gens se rendent compte que si ce qu'il dit est vrai. Il a même dit que vous pouvez le poursuivre en justice s'il ment. Mais alors c'est à lui de donner donc son adresse, pourquoi pas au Congo-Brazzaville, pour que vous lui portez plainte. Mais je crois que ce volet, de toute façon, pour ceux qui nous suivent, à chacun évidemment, d'en apprécier. Clément Mirassa, on va donc revenir sur la politique, la vie politique actuellement, elle est agitée, évidemment. Si on est revenu là-dessus, probablement parce que d'autres aussi commencent déjà à se prononcer sur leur candidature à l'élection présidentielle de 2026 ou non. Vous avez dit, vous n'avez pas encore voilà, souscrit à cette démarche, vous n'êtes pas encore prononcé. Et c'est là aussi parfois la petite confusion parce que beaucoup d'informations nous remontent. Oui, il veut aller aux élections présidentielles, il est candidat à l'élection présidentielle. C'est bien parce que vous avez finalement dit ce que vous pensez. Vous avez été précis là-dessus. Vous ne vous êtes pas encore annoncé candidat à l'élection présidentielle. Mais après, ils reviendront pour savoir, oui, s'il ne s'est pas encore annoncé. Parce que même ceux qui se sont annoncés, en fait, c'est des candidats, des candidatures annoncées, mais qui ne sont pas encore validées, parce que le moment de la validation viendra. Est-ce que d'ici à 2026, Clément Mirassa n'annoncera-t-il pas sa candidature? Christian, j'ai été clair là-dessus. J'ai un certain nombre de positions sur lesquelles je me bats. J'en évoque quelques-unes. Je dis que l'élection de 2026 ne peut pas être préparée et organisée par Denis Sassou Nguesso, qui est président de la République et président du Parti congolais du travail en violation flagrante avec la linéa 2 de l'article 80 qui dit que le président de la République ne peut pas être président, ne peut pas être responsable dans un parti politique. Et, Christian, j'ajoute, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. La preuve, les nominations des préfets, qui on a nommé? Mais les membres du comité central qui ont violé la Constitution en reconduisant Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail. Ils sont nommés pas là pourquoi? Mais pour la conservation du pouvoir. J'ajoute un autre élément, parce qu'on va y revenir. J'ajoute un autre élément, Christian. C'est le ministre Mboulou qui est en train de prendre un certain nombre de textes et tout ça. Mais il faut que les Congolais le sachent. Le ministre Mboulou est dans une situation extrêmement délicate. Je dis délicate pourquoi? Mais le ministre Mboulou a déclaré conforme, notamment dans l'arrêté 13205 du 21 octobre 2020, des partis conformes, mais qui ne le sont pas, comme le Parti congolais du travail, alors qu'il devrait le sanctionner. Mais nous sensibilisons les Congolais sur ce point. Quand on sensibilise les Congolais sur ce point et qu'on souhaite que le ministre Mboulou sanctionne le PCT et que s'il ne le fait pas, le président de la République qui a prêté le serment de respecter, de faire respecter la Constitution le fasse, est-ce que je fais le jeu du PCT quand je le dis? Ou que le PCT se sent extrême. Et vous voyez ce que le PCT fait. Ils sont en train de mettre leur commission en place. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent. Ça veut dire que c'est du mépris, non pas seulement à l'endroit des Congolais, mais à l'endroit des lois et règlements de la République. Et on se rend compte que lorsqu'ils ont changé la Constitution, ils avaient en fait un agenda caché. Pour eux, ce n'est pas le respect de la loi qui importe, mais c'est la conservation du pouvoir. Et d'ailleurs, tu te rappelles de ce qu'un dignitaire du PCT, c'est Jean-Bruno Richard Litoile, qui a déclaré à Olombo, tant que nous n'avons pas fini
de développer ce pays, on ne quittera pas. Le message est clair et tu as suivi l'autre message de Pierre Ngolo qui a dit que vous ne savez pas ce que ça représente, la perte du pouvoir. Donc, ils ne sont pas là pour lâcher quoi que ce soit, ils veulent continuer, ils veulent y rester. Donc, voilà. Mais dès lors que vous aviez annoncé donc le rassemblement des forces du changement, sous quelles conditions prendriez-vous part à l'élection présidentielle? Ben, nous souhaitons, Christian, que les problèmes de la gouvernance électorale soient abordés. Vous savez, le pouvoir actuel, après, est astucieux. Ils avaient inventé quelque chose qui n'était fondé sur aucune base juridique. C'est ce qu'ils appelaient quoi? Concertation politique nationale. Et au cours de ces concertations, il y en a eu 7, je crois. La première a eu lieu à Brazzaville en 2009. Bon, on essayait de bricoler un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, les Congolais se rendent compte de beaucoup de choses. Pourquoi? Non seulement que nous ne sommes pas des démocrates, et le président s'assoit dit, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais si eux, ils sont démocrates, ils ne devraient pas accepter que le président Sassou viole la Constitution. Donc, ce débat sur la gouvernance électorale est un débat extrêmement important, avec des recommandations que leur propre concertation ou mascarade de concertation fait. Comme quoi, mais à Evo, il avait été retenu, il avait été recommandé au gouvernement d'élaborer un timing précis des opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation. Nous sommes à moins de 9 mois de l'élection. Ce timing n'a jamais existé. Nous avons fait l'élection pour aller à la biométrie. On a donné les résultats. Mais Christian, est-ce qu'on est parti à la biométrie? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on aura la maîtrise du corps électoral? Est-ce qu'on aura des listes électorales fiables? C'est des questions auxquelles il faut répondre. Oui, les questions capitales d'ailleurs, parce que nous sommes là maintenant à 8 mois de la date. Et Christian, la question du corps électoral est d'autant plus capitale, mais que nous avons réalisé à travers l'actualité du monde aujourd'hui, mais que le passeport congolais est distribué à n'importe qui. Ça veut dire que c'est la même chose pour la carte nationale d'identité. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le corps électoral est largement faussé. Comment vous faites? Largement faussé parce qu'évidemment, nous avions vu sur les réseaux sociaux, même des actes de naissance, les duplicata, les actes de naissance déjà signés, mais non remplis. Et les passeports, vous avez rappelé, ça s'achète comme les bouts de pain dans le marché. On comprend très bien que la machine est déjà en marche et Denis Sassou Nguesso va réitérer donc voilà sa méthode, sa stratégie pour s'emparer encore du pouvoir de manière frauduleuse. Mais quelle alternative finalement? Si on ne va pas aux élections parce que elle ne vous garantit pas la liberté, la transparence, l'équité, quelle alternative? Une transition politique? Comment nous n'avons pas esquivé cette question quand je dis nous, les acteurs politiques congolais. Depuis plus de 10 ans, on a fait un certain nombre de propositions aux gouvernants actuels. On a proposé les États généraux de la nation pour dire qu'il fallait que les Congolais se retrouvent. On n'a jamais accepté. On a proposé un dialogue national inclusif et que le ministre d'État qui vient de rendre l'âme a été nommé secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. Le Conseil national du dialogue est constitutionnel par rapport aux articles 227 et 228 de la Constitution. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ça n'a jamais eu lieu. Ce n'est même pas formellement mis en place. Et pourtant, c'est indiqué que c'est un organe de concertation, d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les problèmes politiques d'intérêt national. Mais la gouvernance électorale, c'est un problème politique d'intérêt national. Pourquoi ça n'a jamais eu lieu? Non. Les gens, ils sont au pouvoir, ils estiment, Christian. Il faut que les Congolais le sachent. Ils estiment qu'en ayant pris le pouvoir par un coup d'État, parce que c'est un coup d'État qui s'est passé en 1997, en ayant pris le pouvoir par un coup d'État, ils ont eu le contrôle du trésor, c'est-à-dire des finances. Ils ont eu le contrôle de la force publique et ils estiment qu'ils sont là. Maintenant, si tu es fort, viens nous déraciner. Nous sommes là et tant que nous serons là, nous ne quitterons pas. Et le plus fort. Donc, ils sont dans une logique de la force, ce que les Congolais n'acceptent plus. Les Congolais veulent de la paix.
Ils veulent des élections libres, démocratiques, transparentes, etc., au cours desquelles les Congolais vont choisir librement leurs dirigeants. Ce n'est pas ce que les hommes politiques actuels veulent au Congo. Oui, Et mais nous, est-ce que nous nous vous pensez battons. que cette démarche est possible, c'est-à-dire offrir aux Congolais une élection libre et transparente? Apparemment, c'est pas dans l'agenda, c'est même pas dans l'intérêt de ceux qui sont là, qui ont pris le pouvoir par la force, comme vous venez de l'expliquer, qui ont pris le Congo en otage. Ça ne passe pas dans leur tête. Non, le problème, c'est que les Congolais en prennent conscience. Parce que le pouvoir vient du peuple. Je reviens toujours sur l'exemple du Sénégal, Christian. Mais le Sénégal a pu vivre ce qu'il a vécu parce que le peuple s'est mis debout. À un moment donné, le peuple doit se mettre debout pour dire que ce qui se fait n'est pas comme normal. Et pour ça, à mon avis, il faut que les Congolais soient mobilisés, qu'ils soient. Et c'est l'un des axes, je crois, du travail qu'on aura à faire au niveau du rassemblement des forces du champ. Le Congo va mal, très mal. Christian, je suis très malheureux. Tu as vécu, tu as vu des images, puisque tu n'es pas au Congo. Tu as vu les images des dernières pluies. Mais ça te permet de dire quoi? C'est la méchanceté des gouvernants congolais. Les gens ont volé, on sait qui a volé, mais on est silencieux. On préfère qu'il y ait des érosions, que les maisons des Congolais soient englouties, qu'on fasse tout. Et un ministre au Congo, un ministre d'État peut gagner 15 millions par mois, 2 millions d'indemnités de logement. Ça ne lui dit rien. Quand on parle de réduction du train de vie de l'État pour essayer même de soulager, c'était absolument rien. Absolument rien. Quand on leur demande de s'occuper des dossiers, des scandaleux crimes économiques et financiers pour récupérer l'argent qui a été volé, rien. Ce qui veut dire que la gouvernance au Congo aujourd'hui signifie vol. C'est quand vous volez 10 000 francs qu'on vous amène au commissariat, mais quand vous volez des milliards, vous en jouissez librement, etc. Tout ça. Et on est incapable de penser à la réduction. Et regarde, je vais te faire sourire. Colline Makossa avait publié une note sur comme quoi les ministres ne devaient plus voyager. Il avait pratiquement... Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates, Christian? Ça veut dire que la misère du peuple ne leur dit rien. Et aujourd'hui, parlant de point noir, mais il y a une note qui circule sur les réseaux sociaux qui dit qu'il y a un appel à une grève illimitée dans 3 pratiquement à Luandili, à Ngoyo et puis à l'autre hôpital. Bon, qu'est-ce qui reste? Il y a l'hôpital de Luandili, voilà, Cissé, et puis voilà. Il y a aussi la marine marchande qui menace d'aller en grève. Vous avez le SNR, donc la Société nationale de reboisement, et bien d'autres grèves sont... Alors, tu vois, Christian, et c'est là où j'attire l'attention des Congolais. Vous avez une institution comme l'Assemblée. Ce qui me fait sourire, c'est quoi? Le président dans cette situation de violation des lois et règlements de la République. Le Parti congolais du travail est dans une situation de violation des lois et règlements de la République. Dans beaucoup de pays chrétiens, ça aurait été un motif de destitution du président de la République. Et tout le monde doit en convenir. Mais au Congo, l'Assemblée des Sénats sont silencieux. Mais par contre, qu'est-ce qu'on constate? À chaque sortie officielle maintenant, au niveau de l'Assemblée, le président de l'Assemblée ne fait qu'annoncer que Denis Sassou Nguesso est le candidat naturel. Et il n'y a aucune voix au sein de cette Assemblée qui s'élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ben, on se moque des Congolais. On n'a pas du respect. C'est du mépris qu'on a pour les Congolais. Et on estime que bon, on y est, on s'est enrichi, on va continuer à s'enrichir, on va voler, on va continuer à voler. On est dans la corruption, on va continuer à le faire. Comme certains le disent, dit-on, le ciel ne tombera pas et puis on va continuer. Voilà. Le ciel ne tombera pas, et il rappelle aussi les événements de 1997 à tout bout de champ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais ça veut dire que la force est de notre côté, que nous, on ne compte pas sur la loi. Ce n'est pas la force du droit, mais c'est le droit de la force. Le message, il est clair. Mais Christian, honnêtement, Christian, je me représente ce jour-là. Comment ça va se passer? Que le président de la République, qui sait qu'il a violé la Constitution,
Qui sait qu'il n'a jamais déclaré son patrimoine? Qui sait qu'il a violé le serment qu'il a prêté? Mais ça sera un choc mondial quand le président va venir annoncer qu'il est candidat à l'élection. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Ça veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, ça sera donc la dernière question probablement. Quelle est donc la vision de Clément Mirassa pour le Congo-Brazzaville? Le Congo que je veux, c'est un Congo. Enfin, c'est pour ça que je milite pour le changement et la rupture. C'est un pays où la politique se fait autrement que maintenant, mais avec un certain nombre de principes forts. Comme je suis catholique, je vais essayer de me reposer sur ces trois principes que je considère comme des principes fondamentaux. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Et si on se base sur ces trois principes, tout ce qui est projet de société, que ce soit en termes de justice, que ce soit en termes de développement économique, que ce soit au niveau de la bonne gouvernance, etc., nous n'aurons pas de problème. Nous n'aurons pas de problème. Et Christian, les Congolais sont actuellement traumatisés. Pourquoi? Mais parce qu'on avait mis tellement de choses sur le président Lissouba qu'il croyait qu'après la guerre, les choses allaient se dérouler dans ce pays autrement qu'elles ne se font. Moi, j'ai suivi, j'espère que ce que j'ai suivi est faux, Christian. J'ai suivi ce jeune professeur de SVT ou quoi, qui aurait violé un petit garçon. Oui. Et qui serait, dit-on, libre. On est dans quel pays, Christian? Qui serait, dit-on, libre? Et quand je lis dans les réseaux sociaux, j'espère que c'est faux, on dit que ce sont les autorités qui ont demandé à ce qu'il soit libéré. Oui, il y a un coup de fil qui est venu de quelque part à des autorités pour qu'il soit libéré. Où allons-nous? Armel Silver de Dongou, Zidane. Vous avez vu ce qu'il a fait. Et il est où? Bon, à un moment, on a fait comme le simulacre de mettre un mandat d'arrêt international. Mais Moya, Stéphanie Moya, oui. Où est-ce qu'ils sont? Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe, Christian? Qu'est-ce qui se passe? Je suis retraité. Nous sommes le 18. Non seulement je touche à peu près la moitié de ma pension, mais j'attends la pension du mois de mai. Mais c'est une question qui est récurrente, Clément Mirassa. Vous êtes retraité. Après, beaucoup se posent la question de savoir, mais comment il fait pour vivre au Congo? Ah ben, beaucoup ne devraient pas se poser des questions, puisqu'ils se moquent de moi en osant dire que Sassou me baisse 350 millions. Quoi. Mais je n'ai rien reçu de Denis Sassou Nguesso. Absolument rien. Absolument. Et je préfère dire aux téléspectateurs qu'il n'existe aucun deal entre Clément Mirassa et le PSDC d'une part, et puis Denis Sassou Nguesso et le PCT d'une part. Il n'y a aucun deal. C'est pour ça que nous nous exprimons librement et que nous disons ce que nous avons à dire. Voilà, en tout cas, merci Clément Mirassa d'avoir été avec nous. À vos détracteurs, maintenant, d'apporter les éléments contraires, les éléments de preuve, puisqu'ils ont dit qu'ils ont des éléments de preuve. On attend maintenant voir s'ils viendront avec les afficher sur la toile. Dans le cas contraire, il faudrait qu'ils se taisent. Grand merci donc d'avoir répondu à toutes nos questions sans embâche. Clément Mirassa, je vous laisse donc le moment qui nous reste pour conclure cette émission, mais beaucoup plus sur ce faux bruit qui envahit la toile. Bon, le faux bruit, moi je dirais aux téléspectateurs une chose claire. Ils me connaissent depuis des années. Je n'ai pas commencé à faire la politique hier. Et depuis que j'ai commencé à faire la politique, je suis à l'opposition. Et je m'efforce à être constant dans mes prises de position. C'est pour ça d'ailleurs, et je t'en félicite avec tous les autres, vous m'avez permis, à travers l'émission Grand Angle, d'ouvrir les yeux des Congolais sur beaucoup de problèmes. Mais je l'ai fait parce que je me sentais la conscience libre pour le faire et je n'avais aucun reproche à me faire. Maintenant, là, je sens que par rapport un peu à cette prise de conscience qui monte, à des messages qui apparaissent sur les réseaux sociaux, etc., j'entends même dire que le 10 pourrait être une journée de désobéissance civile, etc. Bon, ben, on essaye de chercher à noircir un certain nombre de machines. Je préfère dire aux Congolais que je ne connais pas Rodrigue Malanda, si je crois que c'est ça son nom, qui est le conseiller politique du président de la République, qui avait osé dire que lui suit
tous ceux qui marchent à la présidence de la République et que ceux qui oseront faire marche arrière ou ne pas soutenir le Il va les pouvoir, dénoncer, oui. il va les dénoncer. Je ne suis pas dans cette situation. Pour le reste des cas, je ne me sens nullement concerné. Je ne me sens nullement concerné. Mais je sens et j'attire l'attention du peuple congolais. Depuis qu'on a annoncé la sortie prochaine du rassemblement des forces du changement, j'ai le sentiment qu'il y a des forces qui s'organisent pour les détruire. Et c'est en ça que je terminerai en disant le rassemblement des forces du changement, qui doit prendre pied, qui doit prendre corps, a besoin du soutien de la population, a besoin que la population ne soit pas abusée par ceux-là qui ont volé, qui ont détruit le pays, qui l'ont amené dans la situation actuelle, parce qu'ils veulent brouiller les cartes et ne pas permettre aux gens qui veulent que les choses se déroulent autrement dans ce pays et qu'on aille au changement et à la rupture, que cela puisse se réaliser. Donc, qu'ils aient Et voilà, confiance. pour conclure à mon niveau, c'est juste rappeler que dans cette campagne de diabolisation où vous êtes cité, il y a également Lassim Witi qui est victime de cette campagne. Je voulais rassurer nos téléspectateurs, nous suivons attentivement la situation de Lassim Witi. Et les gens doivent se rassurer d'une chose, Lassim Witi est très mal portant. Il est mal en point. Et si on vous disait que l'irréparable pourrait se produire, dans des heures ou jours à venir, ça ne devrait surprendre personne. Et les gens devraient arrêter cette comédie de venir dire c'était une mise en scène, il a reçu de l'argent. Et ce même Vianney Luamba l'a dit aussi, que Lassi aurait reçu de l'argent pour faire cette comédie. C'est bien dommage de dire des choses comme ça. Vous savez, quand l'autre est dans ce cas de malheur, ça ne sert à rien de se réjouir comme ça parce que vous ne connaissez pas ce que la Simulti est en train de vivre actuellement. Moi, je peux vous le rassurer parce que je suis en contact avec Lassie tout le temps et je suis cette situation. Je sais ce qui est en train de se faire pour le sauver. Et les gens doivent arrêter de raconter tout ce qu'ils racontent autour. C'est minable et c'est malheureux de voir que les Congolais se réjouissent du malheur des autres. Je m'arrête là, mais parce que le reste, on reviendra là-dessus pour tenter de mettre de l'ordre parce qu'on se rend compte que dans cette campagne de diabolisation contre la CI, il y a aussi des ONG locales, congolaises, qui sont impliquées. Il y a des politiques, il y a des activistes qu'on voit sur les réseaux sociaux qui se permettent un certain nombre de choses, mais ce qui est bizarre, c'est que jamais ils n'ont apporté des preuves pour soutenir leurs accusations, et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Nous souhaitons également prompt rétablissement, si Dieu le veut, bien sûr, de la Simwiti. Clément Mirassa, quand j'ai dit ça, c'est la fin de notre émission, et bien merci d'avoir donc été encore avec nous sur R7. On se dit à bientôt et à nos téléspectateurs. À bientôt, Christian, et merci beaucoup. Merci.